D'abord, merci de m'avoir invité et désolé de ne pas être en présence avec vous. Mais effectivement, donc, quand la ministre m'a demandé ce rapport que je viens de lui remettre sur la société apprenante et sur la recherche et le développement de l'éducation tout au long de la vie, on s'est posé exactement ces questions. On s'est interrogé en fait sur les meilleures manières de mobiliser l'intelligence collective et de la mettre au service de nouvelles formes d'apprentissage, de nouvelles formes d'enseignement, de nouvelles formes de recherche. Et quelque part, ce qui compte, c'est ces trois triptyques, ces trois piliers que sont apprendre, enseigner, faire de la recherche. C'est en fait trois déclinaisons de la société de la connaissance. Dans la société de la connaissance, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, donc comment on apprend, comment est-ce qu'on transmet de la connaissance, donc comment on enseigne, et comment est-ce qu'on crée de la connaissance, donc comment on fait de la recherche. Et on voit bien que le numérique aujourd'hui permet de repenser chacun de ces sujets qui a été pensé historiquement de manière relativement séparée. Même si l'enseignement supérieur a traditionnellement essayé de regrouper ces trois métiers, on a tendance à séparer, les étudiants sont là pour apprendre, les enseignants pour enseigner, les chercheurs pour chercher. Alors il y en a qui sont enseignants et chercheurs, mais même eux, ils ont tendance à séparer ces deux types d'activités. Et c'est vrai que l'université et les grandes écoles concentrent à la fois de l'innovation pédagogique, de la recherche et des étudiants particulièrement ouverts. Si on sait bénéficier de l'ensemble de ces caractéristiques, on peut être des lieux où on réinvente sa société apprenante et on peut créer des dispositifs apprenants. Donc qu'est-ce que c'est qu'une école apprenante ou une société apprenante? C'est un environnement où quand quelqu'un a réussi, quand quelqu'un a innové, quand quelqu'un a appris, quelqu'un d'autre va pouvoir réussir, innover et apprendre plus facilement parce que le premier a documenté ce qu'il a fait réussir, ce qui lui a permis d'apprendre et ce qui lui a permis d'innover. On est beaucoup plus dans la co-construction des savoirs des uns et des autres que dans une transmission unilatérale. Moi, par exemple, c'est mes étudiants qui m'ont expliqué ce que c'était qu'une imprimante 3D, ou qui m'ont montré les premiers drones, ou qui m'ont expliqué les potentialités de la biologie synthétique. Et donc, effectivement, les étudiants d'aujourd'hui, via le web, sont à l'affût des innovations, ils sont malins, ils sont nombreux, ils explorent énormément de possibles. S'ils veulent monter des projets, ils ne veulent pas faire n'importe quoi, ils veulent faire des choses qui vont leur offrir des possibilités à l'avenir. Et si on sait les accompagner, et finalement, ce que l'enseignant sait peut-être plus, c'est comment leur donner confiance, comment identifier les problèmes potentiels, comment les aider à travailler en collectif d'étudiants qui sont tous intéressants mais qui ont tous leur personnalité et qui ont peut-être besoin d'apprendre à travailler ensemble. Il faut qu'ils apprennent à structurer leur démarche, il faut qu'ils apprennent par exemple la critique constructive. C'est-à-dire l'esprit critique en France il est relativement développé, mais une critique qui est constructive, oui, c'est-à-dire qui... C'est ça, une critique qui est constructive, c'est-à-dire une critique qui fait grandir l'autre, qui fait grandir les idées, et qui n'est pas là pour dire bah, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est intéressant, mais peut-être que tu devrais regarder cet aspect, parce que typiquement si on a un projet qui est en interface avec le monde réel est d'une infinie complexité, et donc on a besoin de regarder ce problème sous différents angles. Et donc différents étudiants, a fortiori s'ils sont de disciplines différentes, vont pouvoir analyser le problème sous différentes perspectives et vont pouvoir chacun apporter quelque chose. Si en plus ils ont la chance de sortir de leur école ou de leur université et d'aller à la rencontre des acteurs de terrain qui ont tout un tas de savoir-faire et de savoir-être qui seront utiles pour le projet, alors tout ça, ça peut rentrer en résonance. De toutes les manières, développer leur esprit critique, c'est important. Et simultanément, on veut développer leur créativité. Et les deux ne sont pas du tout à opposer parce que les deux sont complémentaires. La créativité, c'est ce qui génère une diversité d'idées. Et l'esprit critique, c'est ce qui permet de sélectionner les idées qui sont les plus pertinentes. Et si c'est des critiques constructives, elles vont recombiner avec d'autres idées, et donc on va faire grandir ces idées, et donc on va faire grandir les projets. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des universités entières, comme le MIT ou Stanford, qui sont déjà à l'échelle sur ce genre de sujet. Nous, effectivement, on a prototypé des choses de niveau licence, master et doctorat maintenant au niveau français. 42 l'a fait simplement au niveau licence et seulement dans le domaine de l'informatique. Nous, on est plus sur des interfaces entre le vivant, le numérique et les nouvelles manières d'apprendre. Mais par exemple, le MIT a organisé des grandes compétitions internationales comme iGEM pour la biologie synthétique. Et il y a des milliers d'étudiants dans le monde
qui créent des équipes de biologie synthétique, qui passent l'été à monter un projet. Qu'on gagne ou pas dans ce genre de compétition, on est invité à développer tout un tas de pratiques, et qu'ensuite on se retrouve dans un laboratoire, dans une start-up ou dans une entreprise, on saura remobiliser cette capacité, cette énergie individuelle et collective au service du bien commun. Aujourd'hui, plus personne ne croit que la seule chose qu'il faut apprendre, c'est ce qu'on aura appris dans une école ou dans une classe prépa. Donc on voit bien qu'il faut apprendre tout au long de sa vie. Le monde est en accélération permanente et l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. va nous amener à nous réinventer toujours plus souvent. Et donc cette capacité à se réinventer, si on peut le faire dans un cadre bienveillant, et avec des mentors et des pairs, etc., qui est un cadre typiquement qu'on peut trouver dans une école ou dans une université, ça, c'est un atout. Parce que en moyenne, il y a moins d'enjeux quand même dans une école ou dans une université. Typiquement, il est assez facile, même si ce n'est pas complètement dans la culture française, d'offrir à ses étudiants le droit à l'erreur. Et c'est même non seulement facile, c'est indispensable. Il faut. Parce que si on n'a pas le droit à l'erreur, alors on ne peut pas vraiment innover. Einstein avait compris, même les bactéries, pour évoluer, sont obligées d'augmenter leur taux d'erreur. C'est essentiel de se donner ce droit à l'erreur, et c'est quand même beaucoup plus simple de le faire dans un cadre scolaire, parce que dans un cadre scolaire ou universitaire, on peut inviter les étudiants à dire « As-tu fait des erreurs ?» C'est pas grave que tu aies fait des erreurs. Ce qui compte, c'est que tu aies appris de tes erreurs. Le défi, et c'est un peu le défi du rapport sur la société apprenante, c'est comment est-ce que, dans une société apprenante, si certains ont avancé, d'autres doivent pouvoir avancer plus facilement. Si certaines universités ou certaines écoles ont innové, il faudrait que d'autres universités et d'autres écoles puissent le faire plus facilement. Et donc le défi, c'est de documenter ce qu'on fait. C'est de raconter ce qu'on fait. Et c'est une de la responsabilité des étudiants. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose d'original, il faut qu'ils racontent ce qu'ils ont fait. D'abord, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur CV, c'est bon pour leur visibilité. Ce qui est très important, c'est de développer ce qu'on appelle la réflexivité. C'est-à-dire la capacité à comprendre ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, comment est-ce qu'on les a surmontées. Parce qu'on aura appris des méthodologies qui nous serviront la prochaine fois qu'on sera confronté à des difficultés et à des nouveaux apprentissages. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on doit le faire en tant qu'individu, et ça, c'est plus ou moins facile. Ce qui est encore plus difficile, c'est de le faire en tant que collectif. Quelle école a su innover? Est-ce qu'elle a été non seulement capable d'innover, mais de développer une réflexivité, une documentation de son innovation, de ses difficultés et de comment elle les a surmontées, pour qu'éventuellement d'autres écoles puissent s'en emparer et à leur tour avancer? Et est-ce qu'elles peuvent coopérer pour avancer toutes les unes grâce aux autres, et donc faire en sorte qu'il y ait à la fois au sein de chaque établissement des collectifs apprenants, mais que le réseau des écoles, et la conférence des grandes écoles est bien un de ces réseaux, puisse avancer collectivement, parce qu'il y a une vraie mutualisation des avancées, des difficultés et des manières de les dépasser. Dans toutes ces grandes écoles, on forme les cadres de la nation et des entreprises qui vont investir dans la R&D de leur organisation respective. Mais combien d'écoles ont un budget de R&D pour se réinventer elles-mêmes? Et donc c'est là où on a un vrai souci. C'est-à-dire que dans la société de la connaissance, il ne suffit pas de transmettre les connaissances acquises hier. Il faut se réinventer en permanence, y compris dans nos modalités d'être une école, d'être une université. Je pense que le défi d'après, c'est de faire de la recherche sur la formation. Ouais. C'est pas simplement de coupler la formation et la recherche, ouais. Mais faire de la recherche sur la formation, faire de la recherche sur ce que c'est qu'une école ou ce que c'est qu'une université, c'est ce que trop peu de gens font. Et pourtant, dans un monde où tout s'accélère, si on peut apprendre plein de choses dans un MOOC, pourquoi est-ce qu'on doit encore être dans une école ou dans une université? Quelle est la valeur ajoutée du présentiel par rapport au numérique? Si on n'est pas capable de répondre à cette question, un jour ou l'autre, on sera remplacé par des MOOC. La question, c'est qu'est-ce qui se passe sur chacun des campus qui est une valeur ajoutée qui fait qu'on aura envie d'y être. Si on sait répondre à cette question, alors on aura toujours des étudiants. Si on ne sait pas y répondre, qu'on soit pour ou contre l'ubérisation, on sera ubérisé. Et donc on a besoin systématiquement de se poser ces questions. Mais moi je pense que la concentration de cerveau de qualité dans un environnement bienveillant qui permet l'expérimentation, ça n'est pas disponible sur le web. D'accord ? Donc si je reprends par exemple les 4 principes de Humboldt que j'ai énoncés tout à l'heure, la liberté d'apprendre, d'enseigner ou d'acquérir des connaissances, voire d'en créer, on peut faire beaucoup de choses sur le web. Mais la possibilité de trouver un mentor bienveillant,
de monter un projet, de monter une équipe et d'apprendre dans cet environnement à faire des choses qu'on ne saurait pas faire tout seul face à son écran, ça c'est une des valeurs ajoutées qui me paraît très nette. Personne ne sait jusqu'où ira l'intelligence artificielle. Par contre, il est à peu près certain qu'elle va aller très vite et qu'elle va remplacer ou déplacer ou transformer profondément beaucoup de métiers. Si on n'est pas capable de prendre en compte dès maintenant ces changements et de s'interroger sur, encore une fois, notre valeur ajoutée en tant qu'établissement, mais aussi en tant qu'humain. Donc si la machine est toujours plus intelligente, elle sait déjà faire des choses que nous ne savons pas faire. Par contre, il y a tout un tas de choses qu'elle ne sait pas faire du tout. Par exemple, elle ne sait pas définir la question du sens. Mais est-ce qu'on forme nos étudiants à définir ce qui fait sens pour eux? Mais ça, c'est une de nos spécificités en tant qu'être humain. Donc est-ce qu'en tant qu'établissement accompagnant des jeunes humains en développement, est-ce qu'on sait travailler ces dimensions-là? Et je pense que c'est typiquement des questions qui sont essentielles. Et donc c'est pour ça que travailler sur le questionnement, travailler sur l'empathie, travailler sur les questions de sens, tout ça, et pour le coup développer toujours plus une réflexion sur ce qu'est être humain. Dans le rapport, on a fait une dizaine de propositions. Il y en a qui peuvent être implémentées par chacun, mais il y en a qui dépendent du niveau ministériel. La ministre a choisi de pousser la proposition qui lui avait été faite d'une alliance de recherche de la société apprenante, dans laquelle l'ensemble des acteurs de recherche, grands établissements, et évidemment universités, grandes écoles, sont invités à contribuer à réfléchir ensemble sur ces sujets et à mutualiser et à le faire sur tous les âges de la vie. Apprendre par la recherche, c'est quelque chose qui est possible pour tous, parce qu'en fait, on est tous nés chercheurs. Donc il y a des chercheurs en sciences cognitives à Berkeley qui ont montré que le bébé fait des hypothèses sur le fonctionnement du monde, expérimente, teste, fait des erreurs, apprend de ses erreurs, révise ses hypothèses. À l'heure où les connaissances sont disponibles en un clic, ce qui compte, plus que les connaissances, c'est le questionnement. Et si on sait former le questionnement, et si on sait apporter les méthodologies de la recherche, qui sont typiquement des méthodologies qui amènent à passer de choses qui peuvent être des questionnements naïfs vers des questionnements toujours plus approfondis, alors on peut former des acteurs de cette société apprenante beaucoup plus participatifs.